Bertrand Piccard, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous faire l'honneur d'être avec nous sur Make a Move. On est ici au World Impact Summit. Vous êtes une personnalité qu'on connaît bien dans les sujets et sur la cause environnementale de manière générale, avec une approche très liée à l'économie. Vous avez créé la fondation Solar Impulse. Avant cela, vous êtes déjà quelqu'un qui a été connu pour un tour du monde en avion solaire. Vous êtes un aventurier qui s'est pris vraiment sur les sujets environnementaux et qui aujourd'hui actionne beaucoup de leviers. Ma première question d'abord, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre déclic et ce qui vous a fait créer Solar Impulse? C'est familial, cet intérêt pour l'environnement. Mon grand-père avait fait le premier vol dans la stratosphère pour montrer qu'on pouvait voler dans de l'air raréfié où on consommerait moins de carburant et de manière plus fiable parce que ce serait au-dessus du mauvais temps. Ensuite, mon père a plongé dans la fosse des Mariannes, plus grande profondeur marine, 11 km, pour aller voir s'il y avait de la vie à l'époque où les gouvernements voulaient jeter leurs déchets radioactifs dans les fosses marines. Et sa découverte d'un poisson et de plusieurs crevettes a montré qu'il y avait de l'oxygène ne pouvant venir que de la surface. Mon père a mis en évidence ce brassage entre la surface et les fonds marins et prouvé que si on mettait des produits toxiques au fond des océans, ça se mélangerait et polluerait l'entier des océans. Donc moi j'ai vécu... c'était un précurseur de l'environnement. Pionnier de l'écologie avant l'heure. Et moi, j'ai vécu là-dedans avec tous les récits de mon père sur la protection de l'environnement, mais à une époque où il était très frustré parce qu'il n'y avait pas de vraie solution. À l'époque, il n'y avait que la décroissance. Et puis personne n'en voulait de cette décroissance. Alors aujourd'hui, je me suis dit, mais essayons d'aller chercher des solutions qui puissent être attrayantes pour le monde politique, pour le monde économique, pour le public, qui ne nécessitent pas de décroissance économique, qui ne nécessitent pas de sacrifices, qui seraient refusés par la population, mais qui au contraire donneraient des opportunités, qui créeraient des emplois, qui développeraient l'économie, mais de manière propre, de manière efficiente. Vous avez très vite eu conscience du fait que si l'écologie n'était pas accompagnée dans une logique économique viable, ça ne marcherait pas. Absolument, absolument. Et quand on voit aujourd'hui les résistances à l'écologie, les climato-sceptiques, les changements de politique qu'on voit au niveau américain, mais qu'on subodore aussi dans les niveaux nationaux et européens, on voit que cette vision d'une écologie décroissante et sacrificielle a fait beaucoup de dégâts. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui luttent contre l'écologie parce qu'ils pensent que l'écologie, c'est ça. Pour moi, l'écologie, c'est pas ça. Pour moi, l'écologie, c'est une protection de l'environnement qui ouvre des nouveaux débouchés pour les industries, qui permettent des financements par le monde financier, des investissements qui sont rentables et qui permettent à notre monde de devenir enfin efficient, où on vendrait de l'efficience au lieu de vendre du gaspillage. Alors justement, vous parlez beaucoup, vous, d'efficience écologique. Absolument. Et non pas de sobriété sur l'environnement. Quelle est la différence, la nuance que vous y voyez? Dans la sobriété, vous faites moins avec moins. C'est donc une réduction avec un sacrifice. Dans l'efficience, vous faites plus avec moins. C'est donc une réduction avec un bénéfice. Alors, je vous donne un exemple. Si vous avez 21 degrés dans votre appartement et que vous passez à 19, vous êtes sobre, c'est bien que vous le fassiez, tant mieux, mais vous avez économisé 14% d'énergie et donc 14% sur votre facture de fin de mois. Si vous êtes efficient, vous faites quoi? Vous mettez une pompe à chaleur. Vous isolez votre maison, vous mettez des ampoules LED et votre économie est colossale. Rien qu'avec la pompe à chaleur, c'est 80% de moins d'énergie consommée. Sachant que là, vous n'allez pas devoir moins consommer ou vivre différemment, vous pourrez continuer à vivre pareil, voire mieux. Mais oui, mais vous allez consommer beaucoup moins. C'est ça. Beaucoup moins, mais vous aurez un résultat meilleur parce que la pompe à chaleur a un meilleur rendement que le chauffage au gaz ou au fioul. Parce qu'une maison bien isolée, ça garde l'énergie à l'intérieur. On ne chauffe pas ou on ne refroidit pas le monde extérieur. On n'agit que sur la maison. Une ampoule LED, c'est 95% de rendement, donc vous perdez 5% en chaleur. Une ampoule à incandescence, vous perdez 95% en chaleur. Et vous avez 5% de lumière. Donc les rendements sont complètement différents. D'ailleurs, on a vu que ça a pris. Typiquement, la technologie LED, c'est un bon exemple de quelque chose qui a pris parce que c'est économique, ça fonctionne, ça dure plus longtemps. Oui, le public a compris. La plupart des éclairages publics ne sont pas au LED. Les grands bâtiments publics ne sont pas au LED. Très souvent, si cette moitié de la France qui n'est pas au LED passait au LED, on économiserait assez d'électricité pour 7 millions de voitures électriques par jour.
Voilà la réalité. En fait, on vit dans un monde qui est un monde de gaspillage. C'est comme si on avait assez d'énergie, assez de ressources naturelles, c'est comme s'il n'y avait pas de problème, c'est comme s'il n'y avait pas de changement climatique, c'est comme si tout ça coûtait rien, mais c'est pas vrai. Donc aujourd'hui, il faut absolument passer de la vente de la quantité de gaspillage à la vente d'efficience, où vous allez pousser la protection de l'environnement, mais en donnant sa chance à l'économie, au monde financier, au monde industriel, d'y participer, de créer des emplois et de créer de la richesse. Économiquement, justement, vous parlez d'un chiffre. Vous dites qu'on perd 4 680 milliards de dollars. C'est quoi? C'est chaque année du fait des gaspillages environnementaux? C'est 4,6 trillions de dollars, 4,6 000 milliards de dollars, rien qu'avec l'énergie gaspillée. Là, on n'est que sur l'énergie. On n'est que sur l'énergie. Et on n'est que sur l'énergie perdue directement. Parce que si vous mettez l'indirect, quand vous gaspillez de l'eau, vous avez gaspillé l'énergie qu'il a fallu pour la purifier. Quand vous gaspillez de la nourriture, vous avez gaspillé l'énergie qu'il a fallu pour fabriquer les engrais, l'énergie des tracteurs pour les récoltes, la distribution. Donc en tout, si vous regardez vraiment l'énergie gaspillée dans le monde, c'est les 3/4 de l'énergie produite. Vous savez, rien qu'un moteur thermique de voiture, c'est un moteur qui a un rendement entre 15 et 27% en fonction de si le moteur est froid ou pas. Il faut 3 fois plus d'énergie par kilomètre avec un moteur thermique qu'avec une voiture électrique. 3 fois plus, parce que le rendement est 3 fois meilleur avec la voiture électrique. Alors la voiture électrique, c'est un sujet moi-même qui me passionne énormément. J'organise partout en France le salon de l'automobile électrique, Salon national de l'automobile électrique. On fait tester des voitures électriques partout en France à des milliers et des milliers de Français chaque année pour qu'ils puissent justement expérimenter et voir ce changement technologique et se rendre compte que finalement, non seulement c'est pas si mal, mais c'est quand même plutôt très très bien. Est-ce que vous avez des gens qui viennent essayer la voiture électrique et qui, malgré le fait que c'est plus silencieux, que ça tient mieux la route, qu'on accélère mieux, qu'on freine mieux, gardent leur voiture thermique? Alors, je pense que sur le moyen terme, il y a énormément de gens qui sont complètement convertis et on le voit au sourire qu'ils ont en sortant de la voiture. Ah ouais. Ça, c'est une expérience vécue où on sent qu'ils se sentent bien, ils ont passé un bon moment. Alors, la voiture électrique, moi, ça me passionne, mais il y a quelque chose que j'ai du mal à comprendre, peut-être que vous avez une explication. On a l'impression qu'on freine un peu ces derniers temps pour des raisons qui seraient économiques sur les aides à la voiture électrique. Pour autant, on se rend bien compte que la France produit son électricité, est autonome, et donc finalement, quand on met en circulation une voiture électrique, est-ce que c'est pas un peu comme un investissement sur de la consommation d'électricité française sur le long terme? Oui, complètement. Mais il faut voir qu'aujourd'hui, c'est surtout des voitures haut de gamme et moyenne gamme qui sont électrifiées. Il y a très peu de voitures bon marché entrée de gamme, qui sont électrifiées. Par conséquent, il y a encore beaucoup de gens qui ne peuvent pas se l'offrir. Et je pense que c'est important d'avoir des leasings extrêmement bon marché sur les petites voitures électriques pour que toute la population puisse y avoir accès. Puis ensuite, il faut bien sûr avoir plus de chargeurs. On est bien là en infrastructure de recharge. On n'a pas encore assez. Oui, mais on n'a pas encore assez. Les gens n'osent pas encore ils ont peur, aller loin de chez eux parce qu'ils ne savent pas s'ils arriveront à charger leur voiture. Et puis, il y a un autre problème majeur, c'est que l'industrie automobile européenne a pris énormément de retard, ne sait pas fabriquer des voitures aussi bonnes que les Asiatiques et que les Américains. Ils ont extrêmement peur de perdre leur marché. Et aujourd'hui, vous avez des voitures chinoises qui arrivent à 15 000 euros, 20 000 euros pour des voitures qui ont l'équivalent à 60 000 euros dans l'industrie européenne. Donc c'est clair que ça fait peur à l'industrie européenne qui veut repousser la date butoir de l'interdiction des moteurs thermiques pour avoir ou le temps de se préparer ou le temps d'arriver à la retraite et puis de ne pas avoir eu le problème. Parce qu'il faut bien voir que c'est que souvent on veut refiler la patate chaude au suivant. C'est quoi votre recommandation concrète là-dessus sur le véhicule électrique? Qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer en Europe? Il faut mettre les moyens sur les bandes de recharge. Il en faut beaucoup plus. Et il faut aussi faire ce qu'on appelle le car to grid, voiture à réseau. C'est-à-dire que la voiture, quand on ne l'utilise pas, c'est-à-dire à peu près 95% du temps, elle doit rester branchée sur le réseau. Et quand vous avez beaucoup de solaire, beaucoup d'éolien, vous chargez votre voiture.
Et quand il y a des pics de demande, notamment le soir, quand vous rentrez chez vous et que tout le monde allume les lumières, les chauffages, la télévision, les fours, les plaques électriques, à ce moment-là, vous redéchargez votre voiture sur le réseau pour compenser l'excès de demande. On utilise sa voiture électrique comme une batterie géante. Mais exactement. Vous avez des gens qui se disent qu'il faut mettre des batteries chez soi pour accumuler l'énergie. Mais pourquoi avoir 2 fois des batteries alors qu'on en a déjà dans sa voiture? Merci beaucoup Bertrand Piccard. Alors nous, le média Make a Move, on s'adresse aux responsables RSE, responsables RH dans les entreprises de toute taille, aussi bien des PME que des grands corporates. Vous avez labellisé 1800 solutions avec Solar Impulse pour justement agir à travers l'économie, à travers le monde économique, sur l'environnement. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous diriez justement à ces responsables RSE, ces responsables d'entreprise qui parfois ont besoin d'inspirer? Quel serait votre conseil pour les aider à inspirer leurs collègues? En leur disant que toutes ces solutions qu'on a labellisées sont écologiques mais aussi économiquement rentables. Et que par conséquent, pour l'entreprise, c'est un avantage, mais également pour le consommateur. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'un produit efficient, il peut être vendu par une entreprise qui va faire du bénéfice grâce à ça, et le client va, grâce à ce produit efficient, économiser de l'énergie, économiser et diminuer son gaspillage, donc ce sera rentable pour lui aussi. Donc, qu'est-ce que doit faire une entreprise? Elle doit voir quels sont les marchés où on peut offrir au public des systèmes plus efficients. Elle va marcher beaucoup mieux grâce à ça. L'exemple de Schneider Electric, c'est une société qui prospère grâce aux produits efficients qu'elle vend. Schlumberger, c'est une société qui est spécialisée dans le forage pétrolier. Et bien maintenant, ils ont fait une spin-off, Celsius, qui fait du forage géothermique pour mettre des pompes à chaleur en ville dans les immeubles. Mais c'est un marché, c'est lucratif et en même temps c'est écologique. Et puis, il y a une autre chose aussi, c'est qu'il faut prendre l'habitude de regarder toutes les solutions qui existent et puis les utiliser. Parce que chacune va enlever un peu de gaspillage, enlever un peu de pollution, enlever un peu d'atteinte à la biodiversité, permettre une économie circulaire, permettre de produire de l'énergie plus propre. Avec 1800 solutions, vous pouvez les appliquer absolument partout. Mais ça veut dire effectivement un certain effort pour changer ce qui ne marche pas aujourd'hui et le remplacer par quelque chose de mieux. Et vous avez quand même beaucoup de gens, beaucoup trop de gens, qui préfèrent souffrir dans les problèmes qu'ils connaissent plutôt que de prendre le risque de faire autrement. Ma dernière question ira sur le sujet de la jeunesse. On a plus de 62% des jeunes qui se disent éco-anxieux. Donc qui vivent en fait les problèmes environnementaux, qui non seulement en ont pris conscience, mais qui par contre en ont peur, en sont atteints, ont une anxiété à ce niveau-là. Comment est-ce qu'on réussit aujourd'hui à transformer cette éco-anxiété en un positivisme, en un enthousiasme pour faire bouger les lignes par notre jeunesse? Vous savez, aujourd'hui, il n'y aurait pas de raison d'être éco-déprimé ou éco-anxieux quand on voit le nombre de solutions, si ces solutions étaient utilisées. Maintenant, elles ne sont pas suffisamment utilisées. On a des gouvernements qui n'avancent pas assez vite. On a toujours ce clivage épouvantable entre l'industrie qui croit que l'écologie coûte cher et l'écologie qui croit qu'une solution industrielle est forcément mauvaise. Et le résultat, c'est qu'on n'avance pas. Donc, on parle aux jeunes en leur expliquant tous les problèmes sans leur parler des solutions. Eh bien, moi, je trouve que c'est inadmissible. Si on parle des problèmes, on doit parler des solutions. Et c'est criminel de rendre les jeunes éco-anxieux et éco-déprimés au lieu de leur dire, mais voilà, toutes les solutions qui existent, maintenant utilisons-les et poussons les gouvernements à les utiliser. C'est-à-dire qu'au lieu de crier problème, problème, problème dans les marches du climat, on devrait crier solution, solution, solution. C'est-à-dire qu'on devrait imposer maintenant que les solutions soient utilisées. Merci beaucoup Bertrand Piccard pour cette vision pragmatique, économique et extrêmement inspirante des enjeux environnementaux. Avec plaisir, merci de l'invitation.